Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. On va faire un peu de philosophie ce matin. Nous sommes samedi, il est 11 h. On découvre un auteur et son ouvrage. Aujourd'hui, on va parler de Penser l'Afrique d'aujourd'hui. C'est un ouvrage écrit à deux par Roland Téchou et Bernardin Bocod, tous deux hommes en soutane. J'en ai un sur mon plateau ce matin pour en parler. Roland Téchou. Monsieur Téchou, bonjour. Bonjour, Père monsieur. Téchou, bonjour. Téchou, c'est bon. Bonjour. Bienvenue sur mon plateau. Merci beaucoup. Merci. Alors, penser l'Afrique d'aujourd'hui avec Paulin Rontangi, c'est une sorte d'hommage à ce grand philosophe béninois connu au-delà même des frontières continentales. Aujourd'hui, pourquoi vous choisissez justement de lui rendre hommage, entre griffes? Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Comme vous le dites, c'est un penseur, le philosophe Paulin Rontangi. Et sa pensée n'a pas fait qu'influencer sa personnalité, mais au contraire, sa pensée porte sur l'Afrique. L'Afrique et son projet de développement. Et en tant que philosophe, la philosophie vise à ce que le penseur, celui qui réfléchit, puisse imparter le vivre ensemble. Et Paulin Rontangi, dans ses réflexions depuis jeune âge de philosophe jusqu'à aujourd'hui, n'a eu que l'Afrique comme base de réflexion. Et donc, à un tournant caractéristique du continent, il est important de rechercher ces penseurs qui ont déjà semé, qui ont déjà planté, pour continuer à les relayer. Donc, l'hommage est nécessaire et indispensable, je dirais même incontournable. Mais, Père Téchou, on a vécu pratiquement toute la polémique autour justement de ces réflexions concernant l'Afrique, une philosophie de l'Afrique, une pensée africaine. Dans le fond, que reprochait-on à sa façon de percevoir l'Afrique, justement? Ah oui, c'est très pertinent comme question. Ce que l'on reprochait au professeur était ce qui suscitait l'intérêt de sa pensée. Autrement dit, le professeur était sur un terrain philosophique. Et la philosophie est réflexion critique. Et donc, lorsqu'il a lancé la critique de l'ethnophilosophie, il fallait nécessairement d'autres penseurs comme lui pour le critiquer, pour permettre de comprendre davantage le fond de sa pensée. Et nous l'avons dit dans le livre, la critique de l'ethnophilosophie a été l'atout philosophique du professeur. Alors, pour le commun des mortels, ça semble un peu de la redondance. Mais non, puisque le philosophe sort une pensée, il faut nécessairement que cette pensée soit critiquée. Parce que la pensée du philosophe pose déjà sur une manière d'être. Or, le philosophe cherche à réfléchir pour voir dans quelle mesure cette manière d'être-là réalise le sujet qui réfléchit. C'est ce que le professeur a fait par rapport à la notion de ethnophilosophie. Et donc, d'entrée de jeu, le professeur n'était pas en train de dire que les Africains n'ont pas une pensée, les Africains n'ont pas les sagesses collectives. Au contraire, il dit de ne pas se fier à cela en pensant faire de la philosophie. Parce que la philosophie se fait au singulier. C'est un penseur, un fils qui appartient nécessairement à une culture, qui vient questionner la culture pour voir la pertinence de cette culture. C'est quoi? On ne peut pas faire de la philosophie ensemble? Philosophie collective, non, ça n'existe pas. Franchement parlant, excusez-moi de le dire, il y a les sagesses collectives. Il y a les sagesses, les dictons, tout ce que nous avons qui ont des bases philosophiques. Mais il faut qu'à un moment donné, un individu cherche à questionner. L'élément question est fondamental pour nous. Mais des individus de ces cultures se sont levés pour dire, mais voyons si ce que nous vivons réalise vraiment l'objectif dans lequel nous sommes. Et donc c'est à ce moment que naît une pensée philosophique. Donc autrement dit, la philosophie est la critique d'une action ordinaire qui se posait déjà. Par un individu. Par un individu toujours qui porte le nom, d'où on dira philosophie de Socrate, philosophie d'Aristote, philosophie de Paulin Rontangi, ainsi de suite. On va dire donc qu'il n'y a pas de philosophie africaine. Si, il y a une philosophie africaine. Ah non, bon, pour en arriver maintenant à la polémique, il y a la philosophie africaine. Dès lors que nous prenons tous les Africains qui ont commencé à réfléchir sur le vivre ensemble, sur leur réalité, eh bien, Paulin Rontangi est africain. En l'absence de l'écriture, en l'absence d'une référence scripturale qui permette de retracer un peu toute l'histoire, on peut dire que, en tout cas, s'il en existe une, la philosophie africaine ne date pas de longtemps. Paulin Rontangi dira, la pensée africaine est aussi vieille que les Africains eux-mêmes. Ça veut dire donc que ce n'est pas d'abord l'écriture qui fait en être la pensée. L'écriture vient contextualiser la pensée. L'oralité est fondamentale et tous les peuples de la terre sont passés par l'oralité. Et c'est l'oralité justement qui divulgue les bases philosophiques d'une culture. Et c'est à un moment donné qu'un individu comprend donc la portée de cette oralité
à l'ère de l'écriture, va se mettre à écrire. Nous sommes à l'ère de l'écriture. L'humanité n'a pas commencé avec l'écriture, mais l'humanité a été philosophique depuis toujours. C'est pourquoi d'ailleurs on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc le lieu où on réfléchit, le lieu où on pense, le lieu où on peut discuter. Maintenant, cette discussion va sortir de l'ambiance collective qui est ordinaire, pour prendre maintenant un cachet spécifique, qu'on va lui donner le nom donc de philosophie. Et qu'est-ce que vous apportez justement à cette façon d'analyser du professeur Ntondi? La réflexion critique. Je n'apporte pas, mais je découvre effectivement que la démarche philosophique du professeur Ntondi, qui est rationnelle par essence, nous permet de comprendre davantage ce que l'on appelle philosophie, c'est-à-dire pensée critique, sans laquelle on ne peut vraiment pas découvrir ce qu'il y a de pertinent et d'intéressant dans le vivre ensemble. C'est ce que moi je découvre dedans, je n'apporte rien. Autrement dit, lorsque moi-même j'ai cherché donc à m'inscrire dans cette discipline pour en faire mon métier de philosophe, donc de réflexion, de critique, j'ai travaillé plutôt sur l'être humain, ce qui fait que l'humain peut être dit humain. Et j'ai découvert le concept de finitude, d'accord, en montrant que la finitude est l'état d'être de l'être humain. Donc j'ai cherché à comprendre cette finitude dans la philosophie de Paulin Ntondi. Et donc avec mon confrère Bernardin Bokor, nous avons presque dans la même ligne de pensée. Moi, j'ai travaillé sur Heidegger et Bernardin a travaillé sur Michel Henry. Mais on a vu que ces deux philosophes avaient quelque chose de commun, c'est-à-dire la question de l'état d'être de l'être humain aujourd'hui. Et nous avons collé cela donc à la pensée du professeur Paulin Ntondi pour justifier notre être d'Africain, si cela a aussi une pertinence pour la réflexion philosophique. Il est pertinent? Très. En quoi? En ce sens qu'aujourd'hui, l'humanité découvre son état d'être, que nous avions déjà appelé depuis 2017, nous avons fait notre thèse, finitude. L'homme est né et il vit dans l'horizon de la naissance et de la mort. Autrement dit, tout homme, qui qu'il soit blanc ou noir, africain ou européen, est caractérisé par l'évidence de la naissance et la certitude de la mort. Et donc c'est dans cet horizon bouché que nous avons compris qui est humain. L'être humain ne peut se dire vraiment humain que quand il prend conscience de ces deux postulats, que nous avons appelés finitude en tant qu'état d'être. Dès qu'il en prend conscience, il vit conformément à ce qu'il est. Il est fini, il ne peut pas vivre au-delà de ce qu'il est. Il ne peut que se déployer dans cet horizon bouché. Et ce qui nous permet de dire que c'est encore pertinent, c'est que la crise sanitaire à coronavirus, lorsqu'on a fait une lecture anthropologique, on découvre que c'est le moment propice de découvrir les liens humains dont nous sommes dotés. Les liens humains, c'est-à-dire la proximité, les relations interpersonnelles, oui, la sympathie, la tendresse, la fête, tout ce qui peut enrichir l'horizon bouché qui est le nôtre pour nous permettre de demeurer ce que nous sommes, à savoir être humains. Or, le professeur Ntondi n'a eu de testament philosophique que de nous faire comprendre qui nous sommes en tant qu'Africains. En 2007, si je ne me trompe, 2017, pardon, a eu lieu à Porto Novo, dans son centre de recherche, un grand colloque dont le thème était « Qui est humain en Afrique du 21e siècle ?» Qui est humain en Afrique du 21e siècle? Ce qui nous permet une fois encore de trouver que le professeur Paulin Ntondi est le philosophe du sens. D'abord, c'est un penseur qui a travaillé sur Paul Ricoeur qui a créé l'herméneutique philosophique. Et donc, en allant à cette école de l'herméneutique contemporaine, on comprend que le phénomène humain ne peut être qu'un phénomène soumis à interprétation et non un phénomène décidé d'avance. C'est un exercice continuel, c'est un exercice perpétuel de la pensée. L'homme n'est pas acquis. Un homme accompli. Accompli. Dans le sens d'accompli, non, il ne peut pas être accompli. Il se découvre tous les jours. On se découvre comme humain tous les jours. Oui, mais en quoi tout ce débat est-il pertinent en fait? Le débat est pertinent si vous vous inscrivez en philosophie. C'est la vieille querelle qu'on fait à la philosophie et dans une certaine mesure les sciences sociales et humaines. Oui, mais cette querelle est pertinente. Et il ne faut pas sortir du terrain de la querelle si vous voulez. En tout cas, pour nous philosophes, nous sommes conscients d'être dans une posture critique, de ne faire de rien un acquis. D'accord? Même la question de Dieu, permettez-moi de le dire, parce que j'en ai parlé dedans, en parlant du christianisme de Paulin Ntondi, pour chercher à voir l'importance. Il n'a rien de définitif dans l'existence humaine. Et l'être humain lui-même ne peut pas se considérer donc comme un absolu ou bien un donné définitif. C'est tous les jours qu'il doit chercher à être qui il est.
Et c'est tout ce que la philosophie cherche à nous faire comprendre pour ouvrir nos horizons. Une façon de se donner constamment du souffle, non? Ce souffle constant que nous nous donnons, nous philosophes, rejoint ce que l'humain est en lui-même. C'est ça la pertinence. C'est-à-dire l'homme lui-même ne peut que se donner du souffle pour exister. La philosophie comme discipline se donne pour tâche de maintenir l'homme en éveil. C'est pourquoi toujours à mes étudiants, je définis le philosophe comme un éveillé éveilleur. Et quand je prends l'exemple de Socrate dans l'histoire, pour voir encore aujourd'hui beaucoup de philosophes, comme Paulin Moutondi dont nous parlons, Suleiman Bachir Diagne, ceux-là à qui je me réfère bien souvent, Jacob Agossou pour le Bénin, c'est des gens qui nous cherchent à nous maintenir en éveil pour sortir du sommeil anthropologique. Parce que toute l'humanité est versée dans un sommeil anthropologique depuis les 2 guerres mondiales, il ne faut pas l'ignorer. Depuis les crimes contre l'humanité, depuis la crise anthropologique, le racisme, la discrimination, on s'est rendu compte que c'est l'homme qui pose problème à l'homme. Alors qui est-il pour constituer un danger pour l'autre qui est un autre comme lui-même? Donc la question anthropologique est fondamentale et l'anthropologie philosophique, donc la philosophie qui se donne pour tâche, pour fondement l'homme, est obligée donc de maintenir l'homme, de ramener l'homme à ce qu'il est. C'est ça la veille perpétuelle qui va toujours donc déboussoler le commun des mortels. C'est quand même paradoxal. Hein? Et ce questionnement éternel, continuel, ne nous a jamais permis de cerner définitivement. Alors, la réflexion classique. Oui. Vous voyez, depuis les millénaires passés, 2 millénaires, on est parti du cogito de Descartes pour faire de l'homme maître et possesseur de la nature. En réalité, Descartes a fait un travail merveilleux. Descartes a voulu maintenir ses concitoyens en veille par rapport donc à la montée de la technologie, l'industrialisation à l'époque, où l'humain était déboussolé parce que perturbé par une nouvelle invention. Profonde transformation. Exactement. Alors Descartes a inventé le cogito. Je pense, donc je suis. Tu es un sujet pensant. Tout ce qui te déboussole, c'est toi qui les as créés. Parce que c'est l'homme qui donne sens et existence à tout. Alors il ne faut pas te laisser phagocyter par ta propre production. Ce fut le génie de Descartes. Mais le rationalisme qui l'a accompagné est allé dans un dualisme qui oppose l'homme à sa propre créature. À telle enseigne qu'on a opposé la vie à la mort, on a opposé le rationnel à l'irrationnel et nous avons déduit le vivre ensemble politique, économique, le vivre ensemble religieux de ce dualisme-là. Quand Corona est arrivé, tout le monde a compris qu'on est tous au même niveau, quel que soit ce que nous sommes. D'où la nécessité d'inventer un nouveau paradigme pour redonner confiance à l'humain en lui-même. Et ce fut la finitude qui existait bien déjà avant que Corona ne vienne donc, comme on dit, boucler la boucle, quoi, pour nous dire, voilà l'horizon, le nouvel horizon de l'existence humaine qui se dessine pour vous. Et j'ai écrit justement un ouvrage, Je suis, donc je pense. J'ai renversé le cartésianisme en disant donc il faut d'abord être ce que l'on est, savoir qui l'on est, pour maintenant inventer, pour penser, afin que les inventions ne viennent pas provoquer davantage une crise de l'intérieur, mais que ce soit moi qui donne toujours sens et existence à tout ce que j'ai. Parce qu'on n'invente qu'à partir de ce qu'on a acquis et soi-même en tant qu'être exactement, de ce qu'on a acquis. On ne projette que sur les choses, ce que l'on est soi-même. C'est fondamental. À quoi ça résout nos problèmes? Ça résout le problème à plusieurs niveaux. Si l'homme ne se sent, l'homme n'est pas serein envers lui-même, il ne peut rien il ne peut rien créer. Mais il a continué à créer, parfois même on a l'impression que ça lui, c'est pas on a l'impression, tout lui échappe, au-delà même de l'inquiétude qu'il avait, tout lui échappe aujourd'hui, et il est comme dans, je dois dire, bon, dans le, on y va quand même, on verra où est-ce que ça va s'arrêter. Exactement, l'existence humaine est inquiétante. Heidegger, sur qui je travaille, dit que c'est les organes qui nous provoquent le souci. L'homme est un être de soucis. Il ne peut pas vivre sans souci. Vous voyez, on est venu ce matin, on a été préoccupé depuis quelques jours de faire le programme, d'avoir le temps matériel pour. Donc ça, c'est ça l'existence humaine. Mais il faut qu'à chaque instant, cette existence-là ne se dérobe pas de lui-même, qu'elle reste dans cette logique. Parlant d'inquiétude, je voudrais prendre l'exemple des religions en général. Parce que j'en ai parlé, on en a parlé dans le livre, pour montrer aussi, donc, puisque nous travaillons toujours en philosophie de la religion. Aujourd'hui, les religions existent, surtout dans notre horizon intellectuel béninois, comme des gens qui apportent des solutions à l'humain. En réalité, c'est un danger pour la religion elle-même, de penser qu'elle peut solutionner les problèmes de l'humanité. La religion est là pour accompagner l'être humain. Parce que l'être humain est un être inquiet par essence. Et donc la religion ne vient pas assumer l'inquiétude, mais la religion propose à l'homme des chemins à suivre pour être serein par rapport à, c'est-à-dire serein, savoir que tout ce qui m'arrive parce que c'est tout à fait normal que cela arrive.
Est-ce que dans une certaine mesure, on ne peut pas comprendre justement les religions dans leur position quand on sait qu'elles se positionnent comme, je dois dire, enfin, l'intermédiaire entre l'homme et ce qui est au-delà de la finitude que vous aviez définie? Exactement. D'abord, la religion s'inscrit dans la finitude humaine. Le but de la religion, c'est d'expliquer à l'homme sa finitude. Ça, c'est clair. Autant que le but de la politique. Il y a l'au-delà de la finitude. Je suis d'accord avec vous. Je ne travaille pas encore sur ça. C'est la question de Dieu, c'est la question de la transcendance, c'est la question donc de... Mais il y a d'abord l'immanence qu'il faut régler. C'est l'immanence qui est fondamentale. Qui suis-je? Qui est l'homme qui va à Dieu? Et à quel intermédiaire divin cet homme a recours? Parce que là, rassurez-vous, est Dieu, nul ne l'a jamais vu. Si je me rappelle, je me réfère à Saint Jean, d'accord, pour rester donc chrétien, mais le Fils de l'homme l'a révélé. Donc il y a un intermédiaire divin qui vient parler de Dieu à l'homme. Qui est l'homme pour être en mesure de se fier à cet intermédiaire divin et savoir qu'il peut le porter vers la transcendance. Et c'est là tout le génie du christianisme qu'il faut aujourd'hui découvrir. Vous voyez, les chrétiens viennent à peine donc de finir les fêtes pascales, comme on le dit, et tout le triduum pascal, si on le médite très bien, n'est que la révélation de la condition humaine à elle-même. Si on le médite très bien, je dis. Parce que dans le mystère pascal, donc, se déploie la passion, la mort, la résurrection. Et qui est homme et qui ne mourra pas? Quel homme n'est pas mortel? Quel homme ne souffre pas? Quel homme ne connaît pas de difficultés? Et quel homme n'espère pas sortir de sa situation pour ne pas rester toujours dans? C'est ce que la résurrection enseigne, ainsi de suite. Je prends aussi, si vous permettez, notre religion traditionnelle, le vaudou. Le vaudou que je cherche toujours à corriger, et je l'ai dit quelque part là, parce que tout le monde parle du vaudou en pensant aux fétiches que nous avons sur nos places publiques. Non, il faut aller au-delà aujourd'hui. Vous voyez, l'intellectualité de notre vivre ensemble a évolué. On en parlait tout à l'heure, oui. D'accord. Et il faut donc savoir que le vaudou n'est que la nomination du fait religieux intrinsèque à l'être humain. Ce n'est qu'une nomination, c'est-à-dire le nom que les Africains ou les Béninois ont voulu donner à ces pratiques dans lesquelles ils vivent. Parce qu'il n'y a pas d'être humain sans désir de la transcendance, désir de l'absolu. Donc, il y a toujours un intermédiaire qui vient nous proposer. Alors, si vous regardez bien dans cette religion traditionnelle telle qu'elle se développait, sans les ajouts aujourd'hui qui en tennissent l'image, il y a les consultations du Fa que les grands-parents faisaient. Là, dans le Fa, c'est la parole, le doux. Le doux. Donc, une parole qui, comme intermédiaire pour venir réaliser la relation que le sujet religieux veut avoir avec un être religieux qui ne peut pas voir, qui ne peut pas toucher. Donc, la parole va devenir guide pour lui. Si nous prenons la religion de l'islam, aujourd'hui les musulmans sont en carême, et c'est pertinent d'en parler. Qu'est-ce qui provoque ce désir de la transcendance divine? La parole du prophète, les prières par jour. Vous voyez, les musulmans, on sonne à chaque instant pour qu'ils aillent prier. Donc, ils veulent aller écouter la parole du prophète pour pouvoir tendre vers. Donc, l'intermédiaire divin reste toujours un élément qui me propulse, qui me pousse, moi, humain. Est-ce que cet intermédiaire garantit ce que je suis? L'intermédiaire ne transforme pas ce que je suis. Et pour le christianisme que je maîtrise très bien, en Jésus-Christ, Dieu est venu visiter la finitude humaine. Il est venu visiter notre limite, il est venu visiter notre mort, visiter notre possibilité de dépasser, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si j'ai confiance, si je m'engage, je peux espérer. On n'a pas l'impression que ces religions sont arrivées justement à leur objectif avec l'homme. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Dans le livre, nous avons rapporté un article de Paulin Moutondi, le dernier en date d'ailleurs, où il dit « moraliser Dieu », pour une interrogation. Moraliser Dieu, donc le retour à l'humain pour la paix définitive. C'est le titre de l'article. Moraliser Dieu, pour une interrogation, le retour à l'humain. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire, ce n'est pas Dieu qu'il faut moraliser, mais les hommes qui parlent de Dieu. Habituellement, ce que nous appelons les hommes de Dieu ou les hommes religieux. Il faut que ce que tu veux dire à l'homme soit ce que Dieu veut que l'on dise à l'homme et non ce que toi tu souhaites dire à l'homme. Donc c'est un article qui interpelle le terrorisme religieux aujourd'hui, les déviations de la religion à tous les niveaux, dans toutes les religions. Il y a toujours des gourous qui prennent la place de Dieu. Donc le professeur demande que les religions, qu'on puisse en parler, il n'y a pas de souci. Mais que la religion et son déploiement garantissent l'humanité de l'être humain. Il n'y a pas de retour à l'humain. Et qui est l'humain? C'est notre travail. Que l'humain puisse comprendre qui il est pour savoir qu'en allant à une religion, aucun Dieu ne peut l'empêcher de mourir, par exemple.
quel que soit l'intermédiaire divin, il ne peut pas l'empêcher de mourir. Au contraire, il vient lui tracer le chemin certain d'assumer cette mort pour que ça ne soit pas donc une désolation. Est-ce que la multiplicité justement des religions n'est pas aussi un problème? Moi, j'en vois pas a priori un problème, dans la mesure où le christianisme que je confesse parle de dialogue interreligieux, de liberté religieuse. Nous devons pouvoir promouvoir. Ce qui pose problème, c'est est-ce que toutes ces religions qui se multiplient doivent être appelées religions? C'est ça qui pose problème. Oui, il ne suffit pas seulement de voir un groupement religieux pour dire c'est une religion. C'est ça le problème. Et nous l'avons dit dans l'ouvrage. C'est à cela que notre ouvrage est très intéressant et ceux qui ont le courage de lire calmement vont mieux comprendre. Là, nous avons essayé de comprendre la pensée de Paulin Moutondi à partir d'un autre penseur béninois, Jacob Agossou. D'accord? Qui montre que toute religion ne vise que le tuilage humain et divin. Toute religion. Parce que religion, par définition, c'est religieux, religare, lié à. Donc l'intermédiaire divin doit permettre à l'adhérent d'être connecté sur le divin, que personne ne voit, mais que seul l'intermédiaire révèle. C'est ce que tous ils confessent, justement. C'est pourquoi je dis le critère est fondamental. C'est pourquoi encore la base reste l'humain. Si l'humain ne se connaît pas, il peut aller chez des vendeurs d'illusions qui vont penser lui arracher sa possibilité existentielle, ce que nous contestons. Je suis mortel. Je dois vivre en tant que mortel. Mais si je vais dans une religion où je fais Koudio, par exemple, ça a quel sens? C'est ça. Le professeur Moutondi est philosophe du sens. Donc là, nous allons nous demander, mais quelle herméneutique de ma vie je fais lorsque je cherche à faire Koudio en tant que mortel? Puisque je fais le Koudio chez un mortel comme moi, donc qu'il ait duré 100 ans, 50 ans, je mourrai un jour. Que je dure plus que ce que je cherche, je mourrai un jour. Donc ça n'a aucun sens de vouloir faire Koudio. Ça a plutôt un sens à comprendre le sens de l'homme mortel que je suis et de vivre conformément à cela. C'est un exemple parmi tant d'autres. Jacob Agossou va plus loin. Il dit l'être humain fait l'expérience de la maladie. L'Africain, au départ, lorsqu'il est malade, il rentre dans la brousse. Avec la pharmacopée, il s'en sort. Il cherche à évacuer la maladie, mais avec la certitude. Et c'est là qu'il définit l'Africain. C'est pourquoi nous avons sorti un concept qu'on appelle Gbeto Nini. On dit le Gbeto, l'homme africain, effectivement, n'est Gbeto que lorsqu'il est conscient de sa finitude. Parce que Jacob dit, il va chercher à fuir la mort, il a parlé même du Koudio, jusqu'au moment où il fera l'expérience universelle de la mort. Donc la maladie n'est qu'une défaillance d'être. La maladie n'est pas un être nouveau qui vient d'un phénomène nouveau, c'est qu'une défaillance. Mais l'homme sait que du jour au lendemain, quels que soient tous les soins qu'il fera, il mourra. J'ai pris l'exemple de Corona pour aujourd'hui, je reprends encore. Les sociétés occidentales qui ont eu la chance d'avoir beaucoup de développement de la médecine et en même temps des cadres appropriés pour soigner les maladies face à coronavirus, vous voyez, il vaut mieux garder silence. Je ne dis pas donc qu'il ne faudrait pas développer des structures pour se prendre en charge. Au contraire, la finitude est une possibilité. Mais nous devons toujours garder la vigilance que nous ne pouvons pas aller au-delà de cette possibilité. Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur l'homme lui-même directement peut-être, enfin, ou est-ce que la question ne devrait pas être vue à partir de l'homme lui-même plutôt qu'à partir de ces instances créées pour faire la connexion, etc., et qui parfois le perdent? Vous nous rejoignez. Lorsque nous créons les hôpitaux et les écoles, pour qui nous les créons et qui les crée? C'est l'homme. Donc c'est en sachant que nous avons besoin de sortir de l'obscurantisme, aussi bien religieux qu'intellectuel, que nous créons des écoles, que nous éduquons les enfants, ainsi de suite. Donc la visée reste l'être humain. Mais tant que, et c'est ça le travail de la philosophie, tant que l'humain ne sera pas éduqué en fonction de ce qu'il est, il va toujours vivre en dispersion. Père Roland Téchou, merci beaucoup d'être venu sur le livre des lettres. On va conclure rapidement cette émission. Très bien. Dites-moi un mot en guise de conclusion. Ah non, en guise de conclusion, c'est de revenir à la pensée du professeur Paulin Moutondi, parce que c'est ça que nous cherchons à promouvoir. Parce que vous l'avez commencé, la première question parlait donc de la critique ethnophilosophie. Ce n'est que là qu'on a gardé le professeur Paulin Moutondi. C'est sur ça seulement que la plupart le connaissent. Mais nous voulons dire, et c'est ça ce que la quatrième de couverture dit. C'est ça qui a fait sa grande notoriété de toute façon. Plus ou moins. Et comme j'ai cherché à le montrer, les critiques qui l'ont critiqué ont confirmé sa philosophie. Les critiques qui l'ont critiqué ont confirmé sa philosophie. Sinon, outre la critique de l'ethnophilosophie pour recuser tout imaginaire collectif, dans la pensée, la philosophie de Paulin Moutondi ne doit pas se limiter à la polémique autour de l'existence ou non d'une philosophie africaine. Elle est présente et active au cœur de la polémique et mérite d'être identifiée comme pensée philosophique. Et cette pensée philosophique, ce que j'appelle la posture théorique du professeur,
Eh bien, c'est cette philosophie du sens. Ce dans quoi le Béninois, l'Africain ou l'être humain en général s'engage, à quel sens pour lui? Est-ce que la chose le réalise ou la chose l'anéantit davantage? Or, l'être cherche à sauvegarder ce que nous appelons la dignité inaliénable. Que ce soit en religion, que ce soit en politique, que ce soit en économie, nous devons viser la sauvegarde de la dignité inaliénable de la personne humaine, qui n'est pas provoquée par la philosophie, mais que la philosophie cherche à expliciter. Et découvrir aussi. Père Roland Téchou, merci beaucoup. Vous direz merci aussi à Bernardin Bokor. Tout à fait. Il a empêché, c'est pourquoi il n'est pas arrivé. Oui. Pensez l'Afrique d'aujourd'hui avec Paulin Ontondier. C'est le titre de l'ouvrage dont on a discuté sur ce plateau en cette fin donc, de matinée de ce samedi. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end. Samedi prochain, on va se voir avec un autre auteur et un autre ouvrage. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci aux encadreurs aussi.